Mon entourage me demande souvent ce que j'ai pensé des 2 films d'Antonin Baudry sur le général de Gaulle. Alors même si je trouve que le diptyque La bataille de Gaulle est excellent, il y a quand même une erreur que je trouve assez grave et il faut que je vous en parle. Et j'ai même revu la déco, comme ça on se met dans l'ambiance. D'abord, le positif. Dans l'ensemble, j'ai adoré, même s'il y a quelques petits oublis et raccourcis, notamment le serment de Koufra ou le célèbre discours de l'hôtel de ville. Si vous voulez, je vous en parle dans l'épisode 12 de Correspondance de guerre sur la libération de Paris, dont le lien est en description. Les acteurs de la bataille de Gaulle font un travail remarquable, la DA est magnifique, on sent qu'il y a du budget, notamment dans les scènes d'action, comme dans le 2e volet avec la bataille de la ligne de Marette, qui sont complètement dingues. Surtout, le film est très émouvant et il nous rend fiers d'être français. Il rappelle que la naissance de la France libre, c'était un pari qui était loin d'être gagné et qu'il a fallu à quelques hommes une détermination et un sens du sacrifice inébranlable alors que tout semblait perdu. Parce qu'on a tendance à penser que toute la France s'est réveillée après le célèbre appel du 18 juin, alors qu'en réalité c'était loin d'être le cas. En pleine débâcle et dans une période très incertaine, un certain Charles de Gaulle, inconnu pour la plupart des Français, avait tout le mal du monde à rallier même les plus patriotes. Et j'en veux pour preuve cette lettre originale de Jean Vacher-Corbière, consul de France à Durban, en Afrique du Sud. Elle a été écrite 2 semaines après le fameux appel du général, et ce petit bout de papier a ceci d'exceptionnel qu'il est passé entre ses mains. La famille de Vacher-Corbière m'a affirmé avoir les réponses du général de Gaulle à la maison, et d'ailleurs, elles sont publiées dans le livre Lettres, notes et carnets du général de Gaulle. Cette lettre est adressée à un capitaine de la Royal Navy pour être transféré directement à Londres. Je suis déterminé à me battre pour la cause que j'ai jusqu'à présent servie, et je réfléchis à des moyens d'offrir mes services au Comité national français à Londres. Mais avant de m'engager, je dois attendre quelques jours, comme vous savez ce que ça signifie pour moi. Je perdrai tout ce que je possède, mes affaires, qui sont toutes en France, ma pension et la possibilité de revoir mes proches. Cela me fend le cœur. Si j'avais été seul, je n'aurais pas hésité un seul instant, mais je dois penser à ma femme et ma petite fille. Qu'adviendra-t-il d'elle ? En attendant, je vous témoigne toute ma sympathie. Mes sentiments sont les mêmes qu'avant et je suis prêt à aider autant que possible. Si je trouve un travail ici, alors ma décision sera simple. Je renoncerai à mon emploi immédiatement et me dévouerai entièrement à ce que je crois nous pouvons encore espérer, la chute du nazisme. Maintenant, attention, tout ce que je vais dire à partir d'ici ne remet absolument pas en cause l'importance du combat de la France libre et la beauté de l'engagement de ceux qui y ont cru, même pendant les heures les plus sombres de notre histoire. En tant que Français, on peut être très fier de ce que De Gaulle, Koenig, Leclerc, Moulin et bien d'autres ont accompli. En revanche, et j'en viens au sujet de cette vidéo, il y a un point dans le film qui m'embête beaucoup. Il présente au public la vision du général de Gaulle sans préciser que tous les événements sont racontés à travers son point de vue. Roosevelt, dont les relations avec de Gaulle étaient effectivement tendues, devient presque le grand méchant de l'histoire, au point qu'on oublierait parfois qu'il y avait quand même un certain Hitler à battre avant de penser aux querelles politiques entre alliés. Mais il y a surtout la fameuse histoire de l'Amgot qui continue d'alimenter beaucoup de fantasmes. Le film présente l'Amgot à travers le prisme du général de Gaulle et il jette la suspicion sur l'ensemble de l'œuvre des alliés qui nous ont apporté la paix et la liberté. Même si je ne connais pas les intentions d'Antonin Baudry, pour le réalisateur, le sentiment anti-américain actuel en France comme partout en Europe est une aubaine. Mais à mon avis, c'est surtout un danger parce que le film donne aux perceptions ou aux craintes du général de Gaulle la valeur de faits historiques établis et il alimente indirectement un certain discours politique. Alors attention, l'Amgot n'est pas un mythe. Le concept a bel et bien existé, donc les inquiétudes du général de Gaulle n'étaient pas entièrement infondées. Le problème, c'est qu'ici l'Amgot est présenté de manière trompeuse. Dans le film, les Américains ne viennent pas nous libérer, mais nous coloniser avec leur propre gouvernement et même leur propre monnaie, et un nouveau découpage de la carte pour carrément faire disparaître la France. C'est largement exagéré, et sur certains points, complètement faux. En fait, qu'est-ce que l'Amgot ? C'est le gouvernement militaire allié des territoires occupés, c'est-à-dire une administration de transition prévue pour les territoires conquis ou libérés,
dans lesquels les autorités locales ont disparu ou sont considérées comme illégitimes. N'oublions pas qu'à la veille du débarquement, la France métropolitaine était encore occupée et administrée par le régime de Vichy, avec à sa tête Pétain, engagé depuis 4 ans dans une politique de collaboration avec l'Allemagne. Ce qui se faisait appeler l'État français était l'ennemi. Vous avez vu hier l'enthousiasme des Normands et des Parisiens. Aujourd'hui, celui des Lorrains et des Bourguignons. Ceux qui, à Alger ou à Londres, se croient plus patriotes que nous, ne peuvent plus prétendre que les Français ne considèrent pas le maréchal comme le seul chef du gouvernement légitime français, comme le seul chef de la France. Il fallait donc prévoir la chute de ce régime, rétablir l'ordre et maintenir une administration, une économie et des services publics essentiels en attendant de nouvelles élections et un gouvernement civil. L'Amgot, c'est donc avant tout un plan militaire de transition. Et heureusement que ce genre de plan existe, parce qu'on ne peut pas conquérir ou libérer un pays ravagé par la guerre et le laisser se débrouiller seul du jour au lendemain. Nigel Hambro, un officier de la 49e division britannique, écrira depuis Le Havre en septembre 1944. « Eh ben, la France est presque entièrement débarrassée des Boches, mais que lui réserve l'avenir ? Je ne suis guère optimiste quant à son futur. » Partout, le pouvoir local semble être passé aux mains des FFI, qui sont la plus belle bande de durs qu'il m'ait jamais été donné de rencontrer. Je me garderai bien de deviner quel parti gouvernera, mais je crains que des jours agités ne l'attendent, à moins qu'elle ne parvienne rapidement à faire émerger un homme fort. Personnellement, je pense que Koenig pourrait en être capable, mais je doute que De Gaulle le puisse. J'espère me tromper. L'Amgot avait déjà servi en Italie fasciste qui se battait du côté de l'Allemagne. Peu après les débarquements alliés en Sicile puis sur la péninsule, le royaume d'Italie avait changé de camp. Mussolini avait été renversé et arrêté, puis le gouvernement du maréchal Badoglio, soutenu par le roi Victor Emmanuel III, avait signé un armistice avec les Alliés en septembre 1943 puis déclaré la guerre au Reich. Le nouveau gouvernement avait été reconnu par les Alliés comme autorité légitime, mais il restait encore sous surveillance. Et d'ailleurs, les Italiens ne seront jamais considérés comme des alliés, mais comme des co-belligérants. L'Amgot fut donc appliqué dans les territoires conquis avant que ceux-ci ne rendent progressivement leur administration au gouvernement italien qui restait sous le contrôle des Alliés. Chez nous, le problème c'est que, pour les Français libres, la France n'a jamais cessé de se battre du côté des Alliés. Et le gouvernement provisoire de la République française, présidé par De Gaulle, n'est pas encore reconnu par Roosevelt qui se méfie beaucoup du général. Les Alliés pouvaient légitimement se méfier, qui plus est d'un général qui, de prime abord, n'avait rien de très chaleureux et ne s'entendait avec personne. Et après tout, mettre un militaire à la tête d'un pays qu'on réarme, ce n'est peut-être pas la meilleure manière de gagner la paix. Mais lors de son défilé sur les Champs-Élysées à la libération de Paris, les Alliés sont bien obligés de reconnaître que De Gaulle jouit d'une immense popularité en France. Il sera donc finalement reconnu en octobre 1944 et l'Amgot ne sera pas appliqué en France. Et en réalité, il n'en était déjà plus question depuis longtemps. Début avril 1944, déjà, le secrétaire d'État américain avait explicitement écarté cette option, estimant que l'autorité civile en France devait être exercée par des Français. Cette position est reprise le mois suivant dans les directives du Chaef via Eisenhower. À ce moment-là, on est donc avant le débarquement et même avant la constitution du gouvernement provisoire de la République française le 3 juin 1944. Quant aux projets territoriaux évoqués par Roosevelt en 1943, parfois regroupés un peu rapidement sous le nom de Wallonia, ils étaient très flous et n'ont jamais dépassé le stade des discussions. Mais quand on voit la carte découpée dans le film, présentée comme un plan concret sur le point d'être appliqué, forcément, on prend peur. Les États-Unis jouent donc un rôle transitoire. Le nouveau gouvernement sera assisté par les unités de Civil Affairs qui gèrent les relations avec les civils juste après la libération par les troupes américaines avant de remettre les clés des villes acquis de droit. En Allemagne, en revanche, c'est bien l'Amgot qui est appliqué. Voici une lettre d'un officier des Civil Affairs qui d'ailleurs pour la petite histoire était le prof d'économie à l'université d'un certain Dick Winters, le Dick Winters rendu célèbre par la série Band of Brothers. Et sa veste, elle est juste derrière moi. Nous sommes entrés en Lorraine, ou plutôt dans la partie qui avait été libérée l'automne précédent, et nous avons passé près de 2 mois à Nancy pendant que l'armée pilonnait Metz. Lorsque Metz est tombée, nous avons gagné une autre ville proche de la frontière.
Nous y avons passé le reste de l'hiver à assurer les affaires civiles du côté français de la frontière et le gouvernement militaire du côté allemand. Tout l'hiver, l'artillerie n'a cessé de pilonner la ligne Siegfried qui traversait Saarbrück, la ville vers laquelle nous nous dirigions. Le 20 mars, la ligne fut enfoncée et dès le lendemain, nous sommes entrés à Saarbrück où nous nous sommes attelés sérieusement à notre tâche. Nous administrions la ville et le Landkreis et nous y avons été extrêmement occupés, même si ce travail était des plus intéressants. Le colonel exerçait une supervision générale sur l'ensemble de la Sarre et il m'avait confié la responsabilité de l'administration de la ville et du Landkreis. Cela signifiait notamment que j'étais chargé de nommer les Bürgermeister, les maires, et les autres responsables administratifs et que je passais une bonne partie de mon temps à discuter des questions d'administration civile. Aucun commerce ni aucune entreprise industrielle ne pouvait passer commande ou fabriquer quoi que ce soit sans avoir obtenu au préalable mon autorisation. J'avais donc à connaître une foule d'activités très diverses. Les Allemands ont l'habitude de demander la permission pour tout ce qu'ils veulent faire. Nous leur donnions des ordres et ils semblaient apprécier ça, car en réalité, beaucoup d'entre eux ont pleuré lorsque nous sommes partis. Les grandes puissances ont attribué la Sarre aux Français, qui en ont officiellement pris possession le 10 de ce mois. Quant à nous, nous avons levé le camp le 13. Voici quelques marques alliés, ainsi qu'un marque allemand ordinaire, tous deux ayant cours légal dans cette belle contrée. Et ces fameux billets alliés, d'ailleurs, qu'on voit dans le film, ils ont bien existé. D'ailleurs, en voici. On en trouve pour la France, mais aussi pour l'Italie, l'Allemagne ou encore le Japon. Mais celle que l'on appelle familièrement monnaie d'invasion n'avait absolument pas pour but de remplacer la monnaie locale. Elle servait surtout à permettre aux soldats américains, mais aussi britanniques ou canadiens, d'effectuer des achats dans les territoires libérés sans faire circuler massivement des dollars ou des livres sterling, et sans dépendre entièrement des réserves monétaires locales. Elle permettait donc d'encadrer les échanges et de limiter l'inflation et le marché noir qui était en pleine explosion partout en Europe. Elle était acceptée par tous les commerçants en parallèle des devises locales toujours en circulation. Et de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à acheter, à part des souvenirs hors de prix. La monnaie d'invasion était principalement utilisée au jeu pour tuer le temps ou envoyée à la maison comme petit souvenir. Les GIs recevaient également leur solde en dollars, mais il s'agissait là aussi d'un tirage spécifique qui, au lieu de porter un sceau bleu, portait un sceau doré. Il n'avait cours qu'à l'étranger, n'était pas valable aux États-Unis et empêchait également les Allemands d'en tirer profit s'ils venaient à mettre la main dessus. Un soldat américain écrivait à Rome en juin 1944. Tu prendrais plaisir à être ici et à t'amuser avec tous les différents types de billets en circulation. Il y a le dollar américain à sceau doré, identique à celui à sceau bleu que tu connais et valable partout. Le franc français vaut 2 cents. Et l'on trouve des billets émis par les banques du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, ainsi que par la Banque de France. Il y en a même qui ont été imprimés par une société de fabrication de billets de banque à Philadelphie. La lire italienne vaut 1 cent. 2 types de billets circulent, les émissions italiennes ordinaires et celles émises par les États-Unis pour le compte des Alliés. Les Britanniques ont également leurs propres billets alliés, libellés en livres sterling. J'essaie d'en réunir autant de types différents que possible pour en faire des souvenirs. J'ai hâte de voir à quoi ressemblera le marque d'invasion allemand, et j'espère en avoir bientôt l'occasion. Bref, malgré ce qui est présenté dans le film, les Américains n'avaient pas pour projet de démembrer ou faire disparaître la France, ni même d'en faire un protectorat américain. Et ce nouveau discours que je commence à voir partout, qui prétend que ce n'est absolument pas un hasard si l'opération Overlord signifie suzerain, n'a absolument aucun fondement. Oui, Overlord peut se traduire par suzerain ou seigneur suprême, mais un nom d'opération militaire n'est pas un programme politique affiché. Et quand bien même il devait viser quelqu'un, ce serait plutôt un certain Hitler qui avait la main mise sur l'Europe. C'est aussi oublier que l'objectif d'Overlord ne se limitait pas aux plages de Normandie. Ça, c'était sa composante Neptune. Overlord consistait à établir une vaste tête de pont en France, et non pas la vassaliser, comme on le voit dans certains commentaires Facebook, pour permettre la poursuite de l'offensive vers l'Allemagne, l'objectif ultime. Et si elle prête ses intentions aux alliés occidentaux, je suis curieux de savoir ce que ces mêmes personnes pensent du pendant soviétique d'Overlord, Bagration, et de la souveraineté qu'ils ont laissée aux pays libérés d'Europe de l'Est.
Donc là-dessus, je trouve que le film fait beaucoup de mal à la mémoire de nos libérateurs. Et il surfe à fond sur l'anti-américanisme en France et en Europe à l'ère de Trump, comme si on pouvait comparer les deux présidents et les époques. En conclusion, oui, De Gaulle a sauvé l'honneur de la France, a joué un rôle immense dans la renaissance du pays et dans le rétablissement de sa souveraineté. Mais ça n'aurait même pas été un sujet sans l'action de nos nombreux alliés, et en particulier les Américains qui, soit dit en passant, ont presque entièrement rééquipé l'armée française. Cette version fantasmée de l'AMGOT fait surtout le jeu des conspirationnistes et d'une certaine frange du paysage politique français. Et je trouve dommage et dangereux qu'elle soit diffusée au grand public sans aucune nuance ou contexte, dans un film pourtant très bien fait et qui rencontre un grand succès mérité. Voilà, ce n'est que mon avis et il y a bien sûr des historiens bien plus calés que moi sur l'histoire du général de Gaulle, mais si je pense qu'il est très important de raconter cette belle histoire, il faut rappeler qu'elle le fait à travers un prisme 100% gaullien, largement nourri par la biographie et les mémoires du général. Mais ça reste deux très bons films. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous voulez en savoir plus sur De Gaulle et l'action de la 2e DB dans la libération de Paris, cliquez sur la vignette qui apparaît sur votre écran si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, ou retrouvez le lien en commentaire. A bientôt, et vive la France! I am glad to be on American soil and again to have met President Roosevelt. We have talked, and I found thus we have a common understanding of the grave problems facing us. I take this opportunity to thank the American people for the wonderful effort they have made to win this war. Today, as in 1918, your American boys are fighting side by side with the French soldiers. Together, we are marching on the road to Berlin, to Tokyo, to a final victory.